Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. C'est moi le Mick et ça c'est le Sébastien. Et voilà, donc on va vous présenter d'abord la société MariaDB et puis quelques notions des bases de données open source, de logiciels libres comme ETOP. On va toucher deux mots sur pourquoi ETOP et Maria travaillent ensemble. On a eu la chance d'être choisi par ETOP comme le base de données. On a quand même certains principes de base en open source pareil. Donc on va vous parler de ça 2 minutes. Et puis Sébastien va vous expliquer comment on fait pour nos clients les plus exigeants, comment on arrive à rendre ces bases hautement disponibles. Et tout ça, on va faire en 24 minutes. Apparemment. Ok, donc MariaDB, on est, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est le résultat du rachat de MySQL par Oracle. Donc on est la moitié de l'équipe qui n'était pas d'accord avec ce qu'il voulait faire Oracle. On s'est barré, on a créé une société qui s'appelle MariaDB et les produits, les serveurs sont essentiellement nommés après les filles du fondateur. Donc en fait, MySQL, en fait, c'est un nom de fille suédois qui se prononce Mu. Ça s'écrit MY, My en anglais, mais Mu, ça c'est sa fille aînée. Et après, sa petite fille s'appelle Maria. Donc il a également un fils au milieu qui s'appelle Max. Max, c'est un de nos produits qu'on va vous présenter, MaxScale. Il n'a pas d'autres enfants, donc on n'aura pas d'autres produits. Aussi simple que ça. Nous sommes, donc ça fait 12 ans que la société existe. À l'origine, on a été finlandais, donc on est très axé sur les Nordiques, mais on vient de se faire racheter, pour ceux qui nous suivent un petit peu dans la presse, on vient de se faire racheter par un gros fonds privé américain qui s'appelle K1, une énorme boîte de 15 milliards de dollars. Donc ça, c'était actif 1er octobre. Et voilà, donc on va mettre le siège en Californie maintenant. On est à peu près 200 personnes. 75% des sociétés Fortune 500 utilisent MariaDB. C'est grâce à nos contrats directs, mais également en travaillant avec les éditeurs comme ETOP. Et on a à peu près 700 clients à travers le monde sous contrat. On a des milliers d'autres qu'on aide avec du conseil, mais sous contrat, supporté, on a 700 clients. Et pour vous donner un ordre d'idée de la popularité du produit, on est à supérieur à 1 milliard de téléchargements sur Docker Hub. Je crois que ça s'appelle un pull request c'est façon de parler. Non, téléchargement. Téléchargement, on peut dire en français. Ouais, d'accord. Pardon. Pull request. Enfin, téléchargement sur Docker Hub et c'est à plusieurs millions par semaine. Okay, donc c'est un produit extrêmement populaire. On va toucher 2 mots là-dessus. Et on est une communauté. C'est contrairement à MySQL, Oracle, un petit peu enfermé. C'était toujours d'ailleurs un petit peu fermé, mais ils ont encore plus enfermé. On est très ouvert aux contributions communautaires. Avant de se lancer sur le monde des logiciels libres, quelques exemples de nos clients. On a choisi certaines marques françaises. Donc ça, c'est parmi les 700 sous-contrats chez nous. On travaille activement, et j'ai mis un petit peu en bas là, avec le groupe Emirates, donc la grande compagnie derrière. Actuellement, on travaille sur un gros projet de migration de le parc Oracle vers MariaDB. Donc, c'est des projets de longue durée qui ont commencé. Ce projet-là a commencé en janvier, mais on en a plein de clients comme ça qui sont il y en a un petit peu marre d'Oracle. Ça arrive. Voilà. Donc, pour revenir, et ça c'est aussi vrai pour ETOP que pour nous, pour créer une base de données, ou enfin un produit, peu importe, un logiciel libre qui a une chance de devenir populaire, il faut qu'il y ait 3 choses qui marchent. Il faut que ça marche, c'est bête à dire, mais il faut que ça marche. Il faut que ça marche bien. Et en même temps, il faut que ça se fasse quelque chose d'utile. En l'occurrence, ce qu'on fait nous, vous nous mettez vos données, et les données, elles y sont pour, si vous demandez les données. Donc on est censé garder vos données sains et saufs à l'intérieur de notre base. Ça, c'est ce qu'on fait qui est utile. Okay, on doit être
le projet doit être facile à utiliser. Donc là, aujourd'hui, dans mon monde de bases de données, on a des bases de données as a service type AWS, où on peut cliquer, RDS par exemple, on peut cliquer et avoir un MariaDB qui tourne en moins de 15 minutes. Mais avant, en téléchargement, en mettant ça en premise, si on part dans le passé 20 ans, Oracle, il y en avait pour une bonne journée pour installer et une semaine pour comprendre et le fait marcher. Et nous, en fait, avec MySQL et MariaDB, ça a toujours été 15 minutes. Ça se télécharge, ça se met en route en 15 minutes. Donc, il faut que ça soit facile à utiliser. Et il faut que ça soit documenté. C'est peut-être bête à dire, mais il faut que ça soit documenté. Sinon, les gens ne peuvent pas comprendre comment l'utiliser. Donc, ça fait partie de l'axe de facile à utiliser. Et MariaDB, comme eTop, a ces trois attributs. Donc, facile à utiliser, quelque chose d'utile et documenté. Et ça a fait en sorte qu'on ait des bons partenaires ensemble, que ça permet aux clients d'eTop d'installer un produit comme MariaDB facilement et d'utiliser. Pour revenir sur le « ça marche » et « ça marche bien », c'est important. Vous avez tous une base MariaDB en dessous de vos eTop. Okay, c'est une base fiable. Mais nous, en fait, ce qu'on a fait pour notre offre entreprise, on a essayé de encapsuler, j'arrive pas, c'est le bon mot en français ça. Pardon, je suis anglais, hein, donc vous avez peut-être détecté l'accent. Encapsuler, c'est bien. Oui. Sur les 10 ans, on a identifié tous les problèmes que la plupart de nos utilisateurs y croisent et on a essayé de mettre des solutions dans des produits entreprises. Ça veut dire, et on va toucher deux mots, j'ai parlé du fils du fondateur Max, Max Scale, c'est le produit entreprise dans lequel on a mis les solutions aux problèmes les plus souvent rencontrés par les utilisateurs communautaires. Donc Sébastien va faire un démo de ça. On a également une expertise inégalée sur le donc je vous avais parlé des centaines de milliers de contributions d'open source, mais c'est vrai à dire également que la plupart des bugs, enfin 100% des bugs critiques en MariaDB sont corrigés par les développeurs qui travaillent chez nous. Et c'est 95% des bugs majeurs quand même. C'est mine de rien, on accepte les contributions, mais une base de données, c'est quand même compliqué. Donc il y a un noyau de 30 développeurs qui corrigent tous les bugs critiques et donc qui assurent un support 24 heures sur 24, c'est le troisième point, sur le produit. On a également donc une équipe de support qui travaille étroitement avec ces ingénieurs afin d'assurer cette disponibilité de support. Et les gens sont dispersés entre les États-Unis, Asie, Europe de l'Est, Europe de l'Ouest, et en fait, ça tourne 24 heures sur 24. Les tickets sont passés de l'équipe en équipe jusqu'à les problèmes sont réglés. Il nous manque quelqu'un à Hawaï, si quelqu'un est intéressé. J'ai jamais trop de candidats, mais enfin bref, il manquait un petit trou dans les créneaux d'horaire. Donc ça, c'est l'offre entreprise, et Sébastien, maintenant, va vous expliquer un petit peu ces produits entreprises qui règle la plupart des problèmes croisés par des utilisateurs communautaires. Sébastien. C'est ça. Merci. Il faut rester sur quoi. Sur la croix. Merci. Merci à tous d'être là. Merci à vous. Merci d'utiliser MariaDB au quotidien. Aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est quel type d'architecture on va pouvoir mettre en place avec du MariaDB pour avoir une haute disponibilité. Avant toute chose, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que la haute disponibilité. Classiquement, sur un déploiement iTop, vous avez vos serveurs iTop qui vont pointer tous vers un serveur MariaDB. Ça marche bien, comme l'a dit Mick, merci. Effectivement, ça marche bien, mais on n'est pas sur une solution à haute disponibilité. Il y a plusieurs raisons qui peuvent justifier que ce ne soit pas suffisant. Typiquement, on a besoin d'intervenir sur la machine. On a besoin de l'upgrader, on a besoin de changer un processeur, on a besoin de changer de la mémoire. Certes, c'est moins vrai avec les VM, mais ça reste toujours d'actualité. Il y a toujours une opération à faire qui va justifier un arrêt de la machine. L'idée, c'est de transformer une architecture simple en une solution qui va vraiment vous permettre d'avoir une véritable haute disponibilité. Grâce à ce type d'architecture, vous allez avoir une solution qui, quoi qu'il arrive, va fonctionner. Quand je dis quoi qu'il arrive, typiquement, un cas d'exemple qui est assez parlant, c'est vous faites une mise à jour des serveurs MariaDB. Là, il faut les arrêter inévitablement pour faire la mise à jour. Grâce à cette architecture, on arrête une machine, le flux, la charge reste distribuée sur les autres machines,
et ensuite on réintègre ce nœud dans le cluster. Ce qui est assez drôle, c'est de constater qu'on peut avoir un déploiement avec un certain nombre de machines sur une ancienne version et des machines sur une nouvelle version. Ça fonctionne sur MariaDB. Et c'est ça qui permet justement d'avoir cette haute disponibilité et faire en sorte que ça fonctionne quoi qu'il arrive. Alors, comme l'évoquait Mick, la clé de voûte de tout ça, c'est notre proxy qui s'appelle MaxScale. Ce proxy va vraiment permettre de faire un point de centralisation des requêtes. Et comme l'a évoqué Mick, on est sur une solution qui permet d'apporter une vraie réponse. MaxScale, c'est un outil qui va nous permettre de comprendre le flux MariaDB. C'est un produit qui a été développé par MariaDB, qui embarque une partie du moteur d'interprétation SQL à l'intérieur. Ce qui fait qu'il comprend exactement ce qui se passe. Il comprend les requêtes, il comprend les transactions. Et c'est grâce à ça qu'il est capable de distribuer le trafic de façon dynamique, en temps réel, et ainsi utiliser toutes les machines du cluster. Là, sur l'exemple, on a 3 nœuds MariaDB. En fonctionnement normal et grâce à MaxScale, les 3 serveurs vont fonctionner de concert simultanément. Comme les petites indications le représentent, on va avoir les écritures qui vont arriver vers une première machine et les lectures qui vont être distribuées automatiquement sur les 2 autres machines. Et ça, en temps réel. MaxScale, c'est vraiment un proxy différent, puisqu'il va être à même de faire la différence en temps réel. Il va faire la différence entre les transactions contenant des écritures, les transactions qui ne contiennent pas d'écriture, et ainsi répartir dynamiquement la charge. Et ce qui est assez drôle, c'est de voir que la charge est vraiment répartie de façon homogène sur toute l'architecture. Effectivement, le premier nœud hébergeant les écritures, il va être potentiellement un peu plus sollicité que les 2 autres, mais les 2 autres vont vraiment avoir une répartition très homogène. C'est assez bluffant, en fait. Voilà, et bon, ce que vous attendez tous, je dirais que je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Une démo via des slides pour éviter les phénomènes démo et puis le grand classique de la connexion Internet qui ne marche pas. Ce que je vous propose, c'est de parcourir ensemble cette interface de MaxScale. Alors, c'est les captures d'écran que j'ai prises il y a 2-3 jours, donc c'est tout frais. MaxScale, notre proxy, c'est lui qui nous apporte de nombreuses réponses. Et dernièrement, on a intégré une interface graphique. Alors, comme beaucoup d'entre vous, je ne suis pas forcément très fan des interfaces graphiques. La ligne de commande, c'est bien. Mais là, en l'occurrence, il y a une interface graphique qui vaut le coup. Et je pense qu'il faut la présenter parce que c'est assez rare. Et celle-ci est plutôt sympathique. Alors, cette interface, très simplement, on a une visu en temps réel de tout ce qui se passe. Les sessions actives, les connexions, la charge des nœuds MaxScale. On a une vue en temps réel de tout ce qui se passe sur nos serveurs MariaDB, les connexions, lequel est principal, lequel est secondaire. On va aussi avoir une vue des GTID, c'est la position des nœuds dans la prise en compte des transactions. C'est-à-dire que si jamais il y a un des nœuds qui est en retard, on va le voir tout de suite. Voilà. Il y a plein d'éléments qui sont présents dans cet écran. On va voir un moniteur sur la gauche. Ce moniteur, en fait, c'est une des fonctionnalités internes de MaxScale qui va permettre de superviser tous les serveurs en temps réel. Ce qui fait que, quoi qu'il arrive, MaxScale sait comment les serveurs fonctionnent et si jamais il y a nécessité de faire une opération particulière. Sur cette interface, on va visualiser le flux. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on est vraiment sur une distribution qui est assez bluffante, en fait. On voit que les connexions sont réparties uniformément sur les différentes machines. Là, c'est tout simplement un test de charge. On voit qu'on est sur 10 sessions, 10 connexions actives, et on va pouvoir aussi monitorer la charge de MaxScale en temps réel. On voit notamment au passage que malgré le fait qu'on est sur un tir de charge, on voit que les GTID restent synchronisés entre les 3 nœuds. Et ça, je dirais que c'est plutôt beau de pouvoir le monitorer de cette façon-là. MaxScale, il va aussi nous permettre ça, la mise en maintenance d'un nœud. On est sur un flux de production, on a des connexions actives, et à un moment, on décide d'arrêter une machine. On peut la mettre en maintenance sans aucune interruption du trafic. MaxScale va prendre en charge le cas et distribuer les connexions en conséquence. Voilà. Ça, c'est une des particularités. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que les connexions sur le nœud en maintenance ont juste disparu, avec la capacité de faire une interruption, je dirais, douce, un peu à la mode Apache en Graceful, ou alors un peu plus violente, vraiment en tuant toutes les connexions actives. Tout est possible. MaxScale, c'est aussi la possibilité de suivre un peu plus que le statut général. On va voir les threads de réplication, s'ils sont toujours actifs, et puis
voilà, le mode de réplication, est-ce qu'on est bien sur du GTID par exemple notamment. C'est une bulle parmi tant d'autres. Maxscale va aussi nous permettre de suivre vraiment finement, nœud par nœud, la répartition de la charge, comment les nœuds prennent en compte la charge. Là, ce qu'on voit sur ce slide, c'est que Maxscale a bien distribué uniquement des lectures sur ce nœud. Peut-être que vous ne le voyez pas sur le graphique. La barre en vert, c'est les lectures en fait. En rouge, c'est les écritures. Sur ce nœud précis, il n'y a que des lectures en fait. Il a distribué vraiment la charge de cette façon-là. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a un petit onglet paramètres qui va nous permettre de justement reconfigurer l'interface et reconfigurer la plateforme, le Maxscale, en temps réel, sur les flux actifs, sans redémarrage. Donc ça, c'est assez pratique, parce que cette interface va nous permettre d'intervenir en temps réel sur les flux de prod. Voilà, là, un petit message qui nous permet de retirer le mode maintenance sur une machine. On va pouvoir tout simplement opérer comme ça, et ainsi on retrouve cette machine qui retrouve son caractère opérationnel dans le cluster. Tout ça à chaud en fait. Là, ce que je vous présente, c'est la version, je dirais, simplifiée. Il va sans dire que si jamais on perd une machine, Maxscale le prend en charge dynamiquement, va rejouer les transactions interrompues sur une autre machine. Donc on n'a vraiment pas d'interruption de service. C'est-à-dire que les transactions sont rejouées. On peut même aller jusque-là. C'est assez bluffant. Voilà. Et puis, on va pouvoir intervenir en temps réel sur les flux, notamment en rajoutant des filtres. C'est-à-dire que typiquement, si on veut réécrire une requête dans le flux réel, on peut le faire en quelques secondes en écrivant juste une regex à l'intérieur de l'interface Maxscale. Et à ce moment-là, les flux sont réécrits en temps réel, sans interruption, sans redémarrage de Maxscale, directement à chaud. Je vais essayer de garder un peu de temps pour les questions. Je pense qu'il va y avoir des questions et ce sera avec grand plaisir. Au niveau du paramétrage, on a vraiment un grand nombre de paramètres qui sont accessibles et à chaque nouvelle version de Maxscale, on a de plus en plus de paramètres disponibles sur notamment, comme on peut le voir ici, le auto-failover, le auto-rejoin, tout ça c'est adaptable, c'est vraiment à la demande. Si vous faites un test de Maxscale par vous-même, prenez le temps de bien lire ces paramètres puisqu'ils ne sont pas activés par défaut. Donc si on veut la haute disponibilité transparente, par défaut ce ne sera pas activé, il faudra l'activer application, enfin paramètre par paramètre. Voilà. Le switchover, ça c'est quelque chose d'assez drôle dans Maxscale, ça nous permet de passer d'une machine à une autre machine. On a une box qui nous permet tout simplement de dire voilà, je veux basculer le trafic courant sur une autre machine, et puis on choisit notre serveur, et là ce qu'on voit c'est que le flux a directement, le master a directement basculé sur un autre serveur. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai essayé de faire assez vite, je pense qu'on peut prendre le temps de répondre à de nombreuses questions. Ouais, bon, merci pour la présentation déjà. La question que j'ai, c'est principalement en fait pour la qualité de la donnée, la synchronisation de la donnée, typiquement lors des inscriptions et d'un disaster recovery. Vous êtes, de ce que j'ai vu, c'est marqué asynchronous. Vous parliez de real time. Je pense que l'asynchronous est beaucoup plus cohérent. Mais voilà, je voulais plus d'explications. Alors, n'hésitez pas à me contredire si je ne réponds pas à la question. Au niveau du mode de synchronisation, Maxscale va autoriser plusieurs modes de synchronisation entre les nœuds MariaDB. On va avoir de l'asynchrone, on va avoir du semi-synchrone, qui peut être intéressant notamment pour iTop. Et on a aussi une autre technologie qu'on appelle Galera, qui là peut être utile dans certains cas, mais qu'on ne recommande pas du tout pour du iTop. Ces trois modes de réplication vont nous permettre d'adapter comment chacune des valeurs va être propagée aux autres nœuds du cluster. En synchrone, le cas de Galera, celui qu'on n'utilise pas sur iTop, on intègre une donnée dans un nœud, on attend que tous les nœuds valident la prise en compte de cette donnée pour pouvoir valider auprès de l'application que la donnée est disponible. Ça a des avantages, des inconvénients. Dans le cas d'iTop, ce n'est pas la solution préconisée. On a l'asynchrone, qui est le cas classique, c'est-à-dire qu'on intègre une donnée sur le nœud principal, sur le primary, ce nœud va valider le fait qu'il ait pris en compte cette transaction, et à ce moment-là, si le nœud disparaît, on a potentiellement une perte de données, puisque la dernière transaction qui a été validée n'est potentiellement pas répercutée sur les autres nœuds. Sur la réplication, on est sur un processus qui est assez rapide quand même. Généralement, le délai entre l'intégration d'une donnée et sa réplication sur un autre nœud, sur une plateforme en bonne santé, on est généralement de l'ordre de 1 seconde ou quelque chose comme ça.
Avec la réplication semi-synchrone, on va avoir la capacité de dire ma transaction, je la confirme auprès de l'application à partir du moment où j'ai intégré cette valeur dans le nœud principal, mais aussi après avoir vérifié que cette donnée était présente sur une autre machine. Et c'est là où Maxscale est particulièrement intéressant, c'est que quand il y a un failover dans ce cas-là, Maxscale va prendre en compte le fait qu'il y a des transactions à réappliquer sur les différents nœuds avant de les passer primary. Ce qui fait que là, dans ce cas-là, on a d'une certaine façon le meilleur des deux mondes. On va avoir les performances de la synchrone, puisqu'on ne valide et on ne commit la transaction que sur un seul nœud, pour ainsi dire, et on va avoir les performances et la haute disponibilité et la persistance des données qui est offerte par une réplication synchrone, en fait. Ça a répondu à la question? Oui, tout à fait. Je voyais que vous aviez mis 3 nœuds, c'est volontaire, je pense que c'est à cause du split brain. Exactement, merci pour la question. Justement, c'était une question par rapport à ça. Qu'est-ce qui se passe quand instantanément les 3 nœuds ne se parlent plus? Quel est le nœud à redémarrer et comment on fait? Comment vous faites pour déterminer quel est le nœud qui a vraiment les données à jour? C'est assez simple. En fait, sur les dernières versions de MariaDB, la réplication s'appuie sur ce qu'on appelle le GTID, le Global Transaction ID. C'est-à-dire qu'on a une donnée temporelle qui dit que le nœud le plus à jour, ça va être celui-ci ou un autre, en fait. C'est directement présent dans la base de données. C'est grâce à ça que Maxscale arrive à faire la part des choses et déterminer quel nœud sera considéré comme le primary et quel nœud sera le réplica. Alors, question qui prolonge. Et du coup, pour déterminer le numéro de transaction, vous le faites à la main ou c'est l'interface graphique qui vous dit c'est lui qu'il faut que je prenne en compte comme étant le dernier, le nœud à jour? Parce qu'aujourd'hui, on a d'autres technos, mais on fait ça à la main, quoi. Là, justement, c'est là où Maxscale est assez drôle, c'est qu'il le fait automatiquement, en fait. Il va prendre en charge tous les nœuds disponibles et il va prendre le plus à jour et le promettre de cette façon-là. Merci pour la présentation. J'ai une question. Est-ce que vous envisagez de partir sur une architecture de containers type Kubernetes à l'avenir? Est-ce que ça marche aujourd'hui? C'était ma première question. Et la deuxième, est-ce que vous avez des choses autour de plugins de supervision Nagios pour monitorer un peu l'état de toute cette architecture? Et des métriques qui peuvent être externalisées vers du Grafana avec des sources type... parce que je sais que sur Grafana, il y a des connecteurs sur Maria. Est-ce que vous faites ce genre de choses? Alors, la réponse simple et courte, c'est oui à toutes les questions. Très simplement. Oui, mais bien. C'est ça, exactement. Alors, pour la partie conteneur Kubernetes, oui. Et on travaille actuellement sur un opérateur qui est disponible en version bêta. Comme l'évoquait Mick, c'est quelque chose qui est proposé à la communauté, mais sur lequel on a une équipe de développement en interne chez MariaDB dans la corporation. Il y a une version entreprise du l'opérateur. L'opérateur, ouais. J'en ai un trou. Une version entreprise de l'opérateur qui est en dernière phase bêta maintenant, parce que la première plateforme visée, c'est OpenShift de Red Hat. Et donc il y a un événement Red Hat qui arrive et c'est ça le deadline. Donc c'est vraiment un incessamment sous peu. Alors, donc par rapport à toute la techno Kubernetes et containerisation, oui, on est sur le sujet. Après, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous. Dans certains cas, la containerisation peut vraiment être très intéressante, notamment quand on va faire du microservice, qu'on va vraiment diviser en petites bases. Si par contre, j'aurais tendance à préconiser, si on veut une base très performante, quand on commence à parler de plusieurs dizaines de millions de transactions par seconde, quand on veut vraiment du gros débit, qu'on a des bases qui commencent à être conséquentes, quand on commence à dépasser les 10 Tera, les 20 Tera, là, peut-être que rester sur du bare metal avec de la machine vraiment aux petits oignons, ça peut être plus adapté. Donc la containerisation, c'est bien pour faire du microservice, mais typiquement, on ne déploie pas une base de 80 Tera de MariaDB sur du conteneur. C'est peut-être pas la meilleure option, en fait. Voilà. Pour les autres questions, côté monitoring, l'opérateur qu'on propose justement va intégrer justement tout ce qu'il faut pour le monitorer correctement. Il y a un exporteur qui est disponible et donc du coup il est possible de l'utiliser. De façon plus générale, quand on va vouloir, et là j'ai perdu le nom de l'outil de monitoring que vous avez cité. Nagios-like. Nagios, ok. Alors concernant Nagios, on trouve plusieurs plugins disponibles sur la communauté directement sur Internet.
Après, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que MariaDB, c'est quelque chose de super simple. On le déploie par défaut, ça marche tout seul, il n'y a pas de souci. Ça, c'est vraiment quand on est sur la version, je dirais, standard, basique de MariaDB. Dès qu'on veut envisager des volumétries un peu plus conséquentes, c'est là où il faut vraiment se poser la question de qu'est-ce qu'on supervise, comment on le supervise, comment on l'adapte. Pour illustrer ça, il y a un élément qui est très simple, c'est que MariaDB, c'est plus de 800 variables de configuration. Ça, on ne le sait pas forcément quand on démarre un MariaDB. Au début, quand on débute avec MariaDB, ça paraît super simple. Beaucoup de personnes ont tendance à dire c'est très bien pour une petite base de données, mais ça l'est aussi pour une très grosse base de données. Mais dans ce cas-là, il faut du tuning correctement. Après, juste ma question, peut-être que je l'ai mal formulée, c'est est-ce qu'on a des plugins de supervision pour plutôt monitorer la partie max scale, réplication, plus que MariaDB, parce que ça, c'est déjà fait. D'accord. Alors, côté MaxScale, je n'ai pas travaillé le sujet. Je dirais que MaxScale propose de lui-même une API REST qu'on peut aller interroger pour justement faire du monitoring. On ne l'a pas forcément évoqué, mais dans le passé, j'étais client MariaDB et j'ai découvert tous les services proposés par MariaDB. Et pour le monitoring de MaxScale, j'avais intégré directement des scripts depuis Nagios qui venaient interroger cette API. L'API, c'est MaxCTRL, qu'on peut interroger en ligne de commande, sur lequel on peut faire un pipe, un grep, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Voilà. J'espère que ça répond à la question. Oui, merci. Je n'ai pas forcément de capture d'écran de ça, mais typiquement, le tableau qu'on a là ici, avec les différents serveurs, le nombre de connexions, l'état, tout ça, on le retrouve en ligne de commande aussi. Et on peut faire un grep dessus. C'est pas commun, mais c'est disponible. Et très bien, restez sur ce schéma. Donc moi, je suis client Combodo et on a installé un e-top il y a 1 an et demi maintenant en suivant leur préco pour mettre en place de la réplication avec 2 bases, une principale et une secondaire en GTID. Et aujourd'hui, si je souhaite partir sur cette techno MaxScale, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Comment je passe de ma version open source qui est gratuite à potentiellement du support avec vous et mettre en place une architecture? Est-ce qu'il faut que je passe à 3 bases? Est-ce qu'il faut que j'en garde que 2? Comment ça se passe? Alors c'est une bonne question. Comment on passe de l'un à l'autre? Avant toute chose, c'est assez simple. On passe un coup de fil, on discute et ça se passe bien en général. C'est aussi simple que ça. Par rapport à comment ça se passe la migration, c'est tout aussi simple si je puis dire, puisque en fait on va rajouter MaxScale qui va être pointé vers les différents nœuds MariaDB qui vont être en version communautaire. À ce moment-là, on va pouvoir faire une migration sans interruption de service avec une partie des nœuds communautaires, une partie des nœuds enterprise dans le même déploiement. Et puis, on va juste désactiver les nœuds communautaires au bout d'un moment pour passer en full enterprise. Concernant le nombre de nœuds, avoir 2 ou 3 nœuds, c'est à discuter en fonction de vos besoins. Avoir 2 nœuds, je dirais, pour des petits use cases, des plateformes de test, c'est possible. Quand on est sur de la prod critique, où on a vraiment besoin d'une très haute disponibilité, là, généralement, on recommande plutôt 3 nœuds. C'est assez simple. En fait, on a 3 nœuds, un qui reçoit les écritures, 2 qui reçoit les lectures. On en arrête un, on se retrouve à 2 nœuds, un pour les écritures et un pour les lectures. Si initialement on n'avait que 2 nœuds, à partir du moment où on arrête une machine, on se retrouve à un seul nœud. Et donc potentiellement dans une situation de split brain. Est-ce qu'on a un seul nœud parce que l'autre est tombé, ou est-ce qu'on est dans le cas où le réseau ne permet pas de voir les 2 nœuds en fait? C'est ça qu'on appelle le split brain. Le risque à travers tout ça, c'est d'avoir des écritures qui arrivent sur les 2 nœuds simultanément. C'est pour ça que généralement, comme l'évoquait tout à l'heure, messieurs, pour les principes de quorum, on essaye d'avoir 3 nœuds, ce qui fait que si on perd une machine, on sait que les 2 machines qui restent les machines qui vont bien. Ok. En plus, mes 2 bases sont sur 2 data centers différents, justement, pour prendre en compte le PRA là au dispo. C'est d'autant plus risqué d'un point de vue split brain dans ces cas-là, effectivement, parce que le lien WAN peut tomber et ça se voit de temps en temps. Et aujourd'hui, on fait la bascule manuellement en cas de crash. On a défini un principal et on est obligé de basculer à la main. Avec MaxScale, vous avez le choix, soit en automatique, soit en manuel, comme vous le souhaitez. Et c'est ce qu'on recherche. Les 2 sont possibles. Merci. Si on a une infra autour de Galera, on n'a pas les 2 serveurs supplémentaires MaxScale. Ça veut dire qu'à terme, on a forcément 5 VM ou 5 machines pour mettre en place cette solution, ou je n'ai pas tout compris?
Alors, je vais aller très très vite, parce que là, au niveau timing, je vais me faire taper dessus. Globalement, Maxscale, que ce soit sur du Galera ou de la synchrone, il faut Maxscale, clairement. Enfin, si on veut vraiment avoir une haute disponibilité du failover automatique, c'est un passage incontournable. Après, je reprécise une nouvelle fois pour toutes les autres personnes dans l'Assemblée, Galera avec iTop, c'est pas la solution recommandée. C'est pas forcément ce qui est préféré et préconisé par iTop. Donc voilà. Maxscale a un avantage et des bénéfices, que ce soit dans l'architecture Galera ou dans l'architecture asynchrone. Dans les deux cas, ça apporte une vraie plus-value. On pourra en discuter plus longtemps, mais je pense que là, ça risque d'être court. Merci à vous.